Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de l'aménagement forestier, qui est une démarche importante en gestion forestière et notamment centrale pour assurer la durabilité de la gestion forestière. Alors, lorsque l'on parle d'aménagement dans le domaine forestier, le mot aménagement a un sens bien spécifique, propre à la forêt et fort ancien, et qui est différent de l'aménagement de l'urbaniste, par exemple. Alors la forêt, on l'a vu, répond à des objectifs multiples. Elle offre une multiplicité de services écosystémiques, protéger les sols contre l'érosion, protéger des villages contre les chutes de blocs, contre les avalanches, protéger la qualité de la ressource en eau, mais aussi bien sûr produire du bois, ou encore du miel, des champignons, des petits fruits, fournir des espaces ou des paysages pour accueillir des activités de promenade ou d'exercice de pleine nature, mais abriter aussi une large biodiversité, qu'elle soit ordinaire ou exceptionnelle, et enfin capter et stocker du carbone. Ces objectifs sont parfois en contradiction plus ou moins forte. Par exemple, si votre peuplement a un rôle important de protection contre les chutes de blocs, vous ne pouvez pas en même temps le mettre en réserve intégrale pour y étudier les processus naturels et protéger la biodiversité des vieilles forêts. Car vous devez garantir que le peuplement gardera certaines caractéristiques dendrométriques. Et puis ces services, ils peuvent avoir des importances variables, selon les forêts déjà. On n'attend pas la même chose d'une forêt en zone de montagne, en zone périurbaine, ou d'une forêt rurale sur des sols riches et profonds. L'équilibre des services attendus ne sera pas le même. Enfin, à l'intérieur même d'un massif, vous pouvez avoir des variations entre un petit endroit très spécifique dans ses conditions écologiques qui abritera des espèces remarquables, et puis de vastes espaces productifs ou encore des parcelles proches de la ville. Donc, il nous faut gérer cette multiplicité de services écosystémiques. Et pour ça, il faut répondre à une première question importante. Quels sont les objectifs que l'on donne à la gestion du massif que l'on considère ? On a vu aussi que le renouvellement était une étape importante et critique. Et là, la question, c'est quand déclencher cette étape pour un peuplement donné? Et qu'en est-il à l'échelle d'un massif forestier? Comment on orchestre les renouvellements des différents peuplements? Donc ça nous conduit à une deuxième question très importante, qui est à quel rythme récolter et renouveler les peuplements? Enfin, gérer la forêt, c'est gérer un patrimoine vivant d'espèces qui ont des propriétés, des intérêts en termes de services et des exigences diverses. Ça nous amène à une troisième question, quelles espèces d'arbres favoriser ou planter? Ces trois questions sont au cœur de la démarche d'aménagement forestier et y répondre est nécessaire pour pouvoir piloter la gestion d'une forêt qui est finalement un système qui évolue sur des cycles très longs. Et ce faisant, on répond à un objectif qui est d'assurer la durabilité de la gestion. Alors en matière forestière, c'est un concept qui a émergé dès le XIVe siècle, par exemple dans la gestion des forêts françaises, avec l'ordonnance de Brunoy. Vous voyez ici un extrait de cette ordonnance qui est révélateur par les termes mêmes qui y figurent. Les maîtres des eaux et forêts visiteront toutes les forêts et bois, feront les ventes qui y sont, en regard à ce que les dites forêts puissent perpétuellement se soutenir en bon état. Perpétuellement se soutenir en bon état, c'est une première définition, une première compréhension de la gestion durable ou du rendement soutenu. Aujourd'hui, cette définition de la gestion durable, elle s'est considérablement élargie élargie en fait à l'ensemble des services écosystémiques. Et si l'on considère cette fois la définition qui a été donnée de la gestion durable en 1993 à la conférence interministérielle d'Helsinki sur la protection des forêts en Europe, voici ce que cela donne. La gestion durable des forêts signifie la gestion et l'utilisation des forêts telles qu'elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire actuellement et pour le futur les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes au niveau local, national et mondial. Donc vous le voyez, la feuille de route est très complète et c'est bien ça la feuille de route de la gestion forestière durable. Donc la première étape, c'est de fixer, de prioriser et de répartir les objectifs. Alors pour faire cela, il faut commencer par analyser l'environnement physique de la forêt, les risques naturels éventuels, mais aussi analyser l'environnement humain de cette forêt, quels sont les usages qui s'y pratiquent, les possibles évolutions de ces usages,
Étudier enfin le contexte politique et réglementaire, mais aussi étudier le potentiel de la forêt. Y a-t-il des milieux ou des espèces remarquables, des paysages ou des vestiges remarquables? Quel est le potentiel de production de bois en qualité et en quantité, etc. Tout ça permet de prioriser les objectifs et éventuellement de procéder à un certain zonage des objectifs. Alors en général, en France, comme en Europe, ce zonage, cette sectorisation est limitée. Souvent, la plupart du temps, l'essentiel du territoire répond à plusieurs objectifs et il n'y a que des petites surfaces qui sont vraiment très spécialisées sur un objectif. Donc cette superposition des usages, c'est ce qu'on appelle la gestion multifonctionnelle. Alors voici un premier exemple avec une petite forêt communale en Lorraine dont la fonction principale est la production de bois. Alors c'est matérialisé sur cette carte par des couleurs dans les tons de vert, du vert foncé au vert clair, qui représentent l'importance donnée à la fonction de production, avec des fertilités fortes pour le vert foncé jusqu'à des fertilités faibles pour le vert clair. On voit apparaître aussi une petite zone qui est soustraite à l'objectif de production, tout près du village. Et enfin, on voit qu'il y a aussi un coteau, une pente assez raide, sur une surface limitée, pour laquelle on a décerné un objectif de protection contre les risques naturels, à un niveau ici faible. On n'est pas en haute montagne. Voici un deuxième exemple avec un secteur d'une forêt domaniale dans les Vosges. Et on voit ici, hachuré en vert et rouge, qui donne au final plus ou moins un orangé, une partie où la production est l'objectif prioritaire, et hachuré en bleu et rouge, donnant une sorte de rouge sombre, une partie où c'est la protection des milieux qui est prioritaire. Et puis au milieu, vous avez une partie en mauve qui correspond à ce qu'on appelle un îlot de sénescence, et on en reparlera un petit peu plus tard. Alors abordons maintenant la troisième question, à quel rythme récolter et renouveler les peuplements? Alors on va d'abord se placer à l'échelle d'un peuplement élémentaire. Vous avez ici un graphe qui vous représente l'évolution de l'accroissement d'un peuplement en mètres cubes par hectare au fil de sa vie. Et on voit que cet accroissement passe par un point d'inflexion, ce qui fait que si vous tendez une droite, comme c'est représenté sur le graphique, entre l'origine et un point quelconque de la courbe, eh bien cette droite, au fil de la vie du peuplement, elle va d'abord se redresser, ensuite s'abaisser à nouveau, et donc passer par une position la plus redressée, qui est en fait le maximum, qui marque le maximum de la production totale de bois depuis la vie du peuplement jusqu'à l'instant de sa croissance que l'on considère. Ça permet de comprendre que dans la croissance d'un peuplement forestier, eh bien, il y a un optimum de production physique et que récolter avant, c'est en quelque sorte récolter son blé en herbe parce qu'on n'a pas atteint la production maximale. Il y a d'autres considérations à l'échelle du peuplement qui entrent en jeu, notamment des considérations de qualité du bois produit. La proportion de bois sans nœud produite dépend du stade auquel on récolte. Si on attend trop, on a aussi des dégradations du bois qui peuvent s'installer avec le vieillissement des arbres. Enfin, les dimensions des arbres à la récolte doivent être adaptées aux techniques de transformation du bois. Et au final, c'est en fait un raisonnement économique qu'il faut tenir sur l'ensemble du cycle en considérant à la fois les investissements au début, la durée totale du cycle et les récoltes au fur et à mesure et surtout en fin de cycle. Et au final, on est capable ainsi de considérer, de dégager un optimum qui donc dépend évidemment des objectifs et du contexte naturel et humain de ce peuplement. Alors on était à l'échelle du peuplement, on va passer à l'autre extrême, à l'échelle d'une très grande ressource forestière. À cette échelle-là, on peut considérer que la productivité est assez constante, tamponnée, représentative des capacités du milieu. Et là, ce qu'il faut faire, c'est contrôler le ratio entre la récolte et l'accroissement. Et ça donne ce que l'on appelle la notion de possibilité. Et là, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir dans les documents supplémentaires proposés
une vidéo québécoise qui explique de façon très simple et très parlante ce que c'est que la notion de possibilité, qui est une notion très importante dans la gestion forestière québécoise. Alors on a vu le peuplement, on a vu la ressource. Maintenant, entre les deux, à l'échelle du massif, qui est finalement notre échelle de travail aujourd'hui, l'échelle de l'aménagement, eh bien là rentre en considération aussi d'autres choses, notamment la nécessité de lisser les récoltes et les investissements, hein, c'est-à-dire avoir au fil du temps toujours à peu près la même proportion de revenus avec les récoltes et d'investissements dans le renouvellement des peuplements. Il est important aussi d'équilibrer les stades de développement. Et jusqu'ici, j'ai parlé beaucoup sous l'angle production de bois, par mesure de simplicité, mais tous ces raisonnements valent aussi pour les autres services écosystémiques d'une façon ou d'une autre. Et notamment, équilibrer la présence des différents stades de développement dans une forêt, c'est important aussi pour la biodiversité, parce que les jeunes stades ne vont pas accueillir la même diversité que les vieux stades. Donc si vous voulez maintenir à l'échelle de la forêt une biodiversité importante, il faut que vous ménagiez tous ces stades. C'est important aussi pour le paysage. Si vous n'avez que des jeunes peuplements, votre forêt ne sera pas très intéressante. Si vous n'avez que des vieux peuplements, ça veut dire que dans quelques années, il faudra les récolter et là, votre forêt deviendra inintéressante au point de vue paysager. Bref, équilibrer les stades de développement, ça compte pour tous les services. Alors, illustration à nouveau par un exemple, avec la carte d'une forêt domaniale, toujours en Lorraine. Et vous voyez ici, dans les tons de bleu, la répartition des parcelles qui sont consacrées à la régénération. C'est-à-dire, dans ces parcelles, on va renouveler les peuplements au cours de l'aménagement. En jaune, vous avez les parcelles qui ont été renouvelées à la période d'aménagement précédente et qui donc là en sont au stade des jeunes peuplements, le stade où on investit pour soigner ces peuplements, pour les accompagner dans leur développement. Et enfin, en rose, vous avez les peuplements adultes qui en sont au stade des éclaircies. Et en vert, vous avez un îlot de vieillissement. Tout à l'heure, on avait un îlot de sénescence, ici un îlot de vieillissement. Alors, il y a une nuance entre les deux, mais globalement, ce sont des dispositifs qui ont été conçus pour préserver, ménager une présence dans la forêt des très vieux stades. Ces vieux stades que la gestion forestière normale, on va dire, habituelle, fait disparaître parce qu'en général, on récolte le peuplement avant. Et ils sont importants au point de vue biodiversité, donc on s'est doté de dispositifs pour leur garder une place dans la forêt. On en arrive enfin à la troisième question, quelles espèces planter ou valoriser? Alors pour y répondre, évidemment, la première question à se poser, c'est de regarder la composition actuelle de la forêt. Quelles espèces composent la forêt? Dans quel état sont les peuplements? Et quels atouts ces peuplements présentent par rapport aux services recherchés? Pour répondre à cette question, il faut décrire les peuplements, les espèces, les dimensions, la densité. Et ça, en général, on le fait en combinant des approches de télédétection et une indispensable approche de terrain qui, par exemple, va consister souvent à installer un réseau de placettes qui échantillonne la diversité de la forêt et sur laquelle on décrit précisément les arbres que l'on observe. Une fois qu'on a décrit les peuplements, et souvent d'ailleurs en même temps, on se pose une autre question qui sont quelles sont les conditions de croissance qu'offre notre terrain? Alors, ce petit bloc diagramme l'illustre. En fonction du climat de la zone, mais aussi de la géologie, de la forme du terrain. Ici, vous avez un plateau, une pente, une partie basse. On voit d'après les couleurs, on devine qu'il y a des géologies différentes. Donc, en fonction de ces facteurs, les conditions écologiques changent. Et de ce fait, les différentes zones de la forêt correspondent plus ou moins bien aux besoins écologiques des différentes espèces. Et donc, la description globale de ces conditions, c'est ce qu'on appelle une station forestière. Donc une fois qu'on connaît nos peuplements, nos stations, quelles espèces planter ou valoriser? Alors il faut savoir que changer d'espèce, ça présente toujours un coût et un risque pour les gestionnaires forestiers. Et il faut avoir une bonne raison de le faire. Soit l'espèce n'est pas adaptée au milieu, et ça peut arriver si vos prédécesseurs ont voulu installer une nouvelle espèce et se sont trompés. Ça peut arriver, la gestion forestière, ce n'est pas une affaire simple, et parfois on se trompe. Ou bien, l'espèce ne remplit pas bien le service recherché, ou du moins, vous estimez qu'une autre espèce pourrait mieux le remplir. Par exemple, vous avez un peuplement
de piètre revenu et vous estimez que sur cette station, vous pouvez développer une autre espèce qui aura par exemple une production plus élevée ou qui sera plus intéressante au point de vue paysager. Et puis troisième raison, l'espèce n'est plus adaptée parce que les conditions ont changé. Et ça malheureusement, c'est une condition qui sera de plus en plus fréquente avec le changement climatique et qui est illustrée ici par cette photo d'un peuplement d'épicéas qui est attaqué par les scolites, donc des insectes qui creusent des galeries sous l'écorce et qui peuvent occasionner la mort des arbres. Et avec le changement climatique, les épicéas sont affaiblis, la dynamique de population de scolites est accélérée et cela conduit à bien des endroits à ce que l'épicéa ne soit plus une essence adaptée aux conditions qui règnent dans la forêt. Au total, l'aménagement donc déploie une démarche en 3 temps. Dans un premier temps, on fait un état des lieux, donc sur l'ensemble des aspects de la gestion forestière, les aspects humains, mais aussi les aspects, on l'a vu, liés au milieu naturel, un bilan aussi de la fonction de cette forêt dans les dernières années, de la gestion passée. À partir de ce bilan, on pose des objectifs et on pose un certain nombre de grandes décisions donc, qui correspondent aux 3 questions que nous avons évoquées. Enfin, ces décisions sont déployées sous la forme d'un plan de gestion consistant notamment en un programme d'action, notamment un programme de coupe, un programme de travaux, mais également une projection des résultats qui seront attendus à la fin de cet aménagement. Ce programme, on l'établit en général pour une durée de 20 ans, qui est nécessaire si on veut avoir la vision à long terme et la constance de gestion nécessaire pour que la gestion forestière ait réellement du sens. Alors cette durée, elle peut être mise en cause aujourd'hui si les évolutions liées au changement climatique sont trop rapides. Mais il est quand même nécessaire, même si on aménage la façon de procéder, il est quand même nécessaire de regarder loin. C'est comme lorsque vous pilotez un paquebot, vous devez regarder loin devant pour anticiper toutes les manœuvres. Enfin, l'aménagement, c'est aussi un métier. On appelle ça le métier d'aménagiste et non d'aménageur. Et je vous invite à aller voir le témoignage d'Eva Simon, aménagiste à l'ONF, qui vous présentera tout cela sous un autre angle. L'aménagement, c'est donc le premier maillon, le plus proche du terrain, et en cela le plus important, de la gestion durable et de la politique forestière. Avoir un aménagement est obligatoire pour toutes les forêts de plus de 25 hectares, qu'elles soient publiques ou privées. Alors en forêt privée, on parlera plutôt de plan simple de gestion, mais la démarche est similaire. Des documents de gestion durable plus simples sont possibles pour les forêts de plus petite surface et les forêts publiques doivent toutes disposer d'un document de gestion durable. Ce document, et en particulier l'aménagement, est validé par l'autorité publique avec des procédures différentes selon les cas. En conclusion, la longueur des cycles forestiers et la multiplicité des fonctions associées à la forêt nécessitent une vision à long terme pour assurer une gestion cohérente et durable. C'est la démarche de l'aménagement forestier qui répond à cette exigence de gestion durable en répondant notamment à ces 3 grandes questions sur un massif donné. Quels objectifs donner à la gestion de cette forêt? À quel rythme récolter et renouveler les peuplements? Et quelles espèces d'arbres favoriser ou planter? La démarche procède en 3 temps. Analyse du massif dans toutes ses dimensions, analyse de son environnement, fixation des objectifs et des grandes décisions, et déclinaison en plan de gestion. L'aménagement, c'est aussi un métier passionnant et essentiel de la gestion forestière. Je vous remercie de votre attention.